L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous, vous êtes sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence, et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Ce lundi, nous irons du côté de Conakry. Nous ferons une petite escale du côté de Niamey. L'Arabie Saoudite sera la troisième partie de ce sujet et nous allons clôturer par le vieux continent en Italie si le temps le permet. Et pour ça, je reçois pour vous Morgan Lasokba-Metondier, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Et également avec nous, il n'est plus à présenter, il s'agit de Hamzat Abdoulaye qui nous a faux bon depuis quelques semaines. Il est de retour. Bonsoir Hamzat. Bonsoir, c'était pas un faux bon, c'était plus un recul pour là, vous allez mieux sauter. C'est bien ça. D'accord, chers internautes, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous pour décrypter l'actualité internationale. Et nous allons sans plus tarder du côté de Conakry où l'évasion de Moussa Dadi Camara et ses co-détenus a fuité sur les réseaux sociaux. Alors, je me retourne vers Morgane et je lui rappelle que voilà, l'ancien président guinéen Moussa Dadi Camara s'est évadé de la maison d'arrêt, même s'il a été rattrapé. Mais c'est vous qui le dites, parce qu'il dit bien qu'il était tranquille, on est venu le chercher. Donc, quand vous dites qu'il s'est évadé, c'est comme s'il avait pris l'initiative et qu'il s'est organisé et que finalement il est parti, on l'a rattrapé. Mais Dadis Camara insiste qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, qu'il était dans sa cellule tranquillement et son avocat vient renchérir qu'il était dans sa cellule, on est venu le chercher. C'est pour cela qu'il ne s'est pas gêné à se rendre. Ce n'est pas qu'on l'a rattrapé. Donc vous voyez, cela dépend de votre façon de voir, mais une chose est certaine, il a été sorti de la prison et on l'y a ramené. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que M. Dadis Camara pourrait organiser son évasion lorsqu'on sait que l'homme... C'était un commando quand même. Lorsqu'on sait que l'homme s'est rendu à la justice guinéenne. C'est pas, il était en exil, mais à un moment donné, il a décidé de mettre fin à son exil et de se rendre à la justice. C'est une possibilité. Mais quand vous regardez l'histoire de façon avec un peu de recul, vous avez envie de donner un peu de la valeur, de crédibilité à ce qu'il dit et ce que son avocat dit par rapport à cette évasion. Même si on arrivait à prendre connaissance d'autres aspects de la question, on comprendrait qu'il y a une situation compliquée. Alors, lorsque ils sont venus les chercher, il y avait aussi le colonel Claude Pivy qui, lui, est toujours en cavale. Oui, alors, je pense que cette évasion qui me semble rocambolesque de toute façon est plus proche d'une série télévisée américaine, voilà. Prison Break, voilà. Version Conakry. Mais là, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont été récupérés par la police ou par la justice, je vais dire, ne sont pas véritablement ceux qui étaient destinés à véritablement bénéficier de cette évasion, puisque, vous l'avez souligné très bien, Claude Pivy est toujours dans la nature et peut-être il est, à l'heure où nous parlons, hors du territoire guinéen. Ouais. Exactement. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est le problème sécuritaire, parce qu'on parle d'une prison sécurisée, qui est censée être très sécurisée.
Et si on... J'ai eu d'ailleurs le temps de voir la vidéo qui a fuité, et qui montrait un aspect de comment ça s'est déroulé, cette évasion. Ça dénote une faille sécuritaire très grave. Et quand ça arrive, il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai, M. Wright, qui est le ministre de la Justice, a fait des déclarations grandiloquentes par rapport à ce que devrait être la justice ou par rapport à ce que seront les sanctions de ceux qui sont concernés. Mais je pense que les loups sont toujours dans la bergerie, dans la mesure où on ne veut pas montrer qui sont ceux qui sont véritablement derrière ce qui s'est passé. Je dis cela, je dis rien, parce que quand ce genre de choses arrive dans un pays responsable, parce que visiblement, nous sommes dans un pays irresponsable. Visiblement, je le dis, mais avec beaucoup de pointillés. Mais il faut dire, si on était dans un pays responsable, les premières personnes concernées par la gestion de la sécurité de cette prison, par la gestion des détenus, mais ce sont les premiers qui devaient être démissionner sans attendre. Est-ce qu'on a cette culture de démission en Afrique? Il ne s'agit pas d'avoir une culture. Quand vous êtes à la tête, quand vous êtes responsable, quand vous ne l'avez pas, il faut vous l'inculquer. Qui va vous l'inculquer? C'est le chef de l'État. En l'occurrence, aujourd'hui, on a un chef de l'État, en la personne du colonel Doumbouya, qui visiblement s'est muré dans un silence qui, pour moi, inquiète. Normalement, c'est son rôle. Si ces gens ne démissionnent pas, s'ils sont ministres de la Sécurité, ils sont ministres de l'Intérieur, ils sont ministres de la Justice, ne démissionnent pas face à cette évasion qui est rocambolesque, c'est son rôle tout de même de le faire ou de remettre les choses à leur place. Oui, vous allez me dire, il y a eu des décisions dans ce sens, mais c'est ceux qui sont c'est ceux qui sont quasiment pas concernés, qui ont été virés, les pauvres. Vous voulez dire les menus frétins, c'est ça? Oui, les menus frétins qui ont été virés de leur poste, alors que c'est des postes qui nécessitent à leur suivi. Et je finirai là-dessus en évoquant aussi la cause liée au procès aujourd'hui. On peut voir ça un peu comme étant un échec. Moi, je vois que le procès qui se déroule aujourd'hui dans le cadre du drame de septembre 2009, aujourd'hui est un peu comme une peinture refaite, dans la mesure où on ne voit pas la fin. C'est un peu comme si le procès était déjà dicté avant même de se dérouler. Et dans ce cas de figure, vous allez vous rendre compte que dans un régime d'exception, la justice n'a pas forcément les outils qu'il faut pour être libre et indépendante et surtout jouer le rôle qui est censé être le sien. Et face à ce cas de figure, je pense que les évasions, d'une part, se justifient puisque les principales personnes concernées, estiment ne pas être écoutées par une véritable justice en face. Alors, je me retourne vers vous. Vous l'avez dit, l'ancien président guinéen Moussa Dedi Camara a dit qu'il était tranquille quand on est venu le chercher. Alors, ils ajoutent que c'est un commando qui les a libérés et résultat des courses, la vidéo est devenue la vidéo star au niveau des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, croyez-vous que Claude Pivy, est-ce qu'il ne se retrouve pas aujourd'hui en position d'un autre homme fort de Conakry? Parce que, voilà un ancien militaire qui est recherché partout. Et comme l'a dit tout à l'heure Hamzat Abdoulaye, est-ce que le silence de Doumbouya n'est pas inquiétant? Est-ce qu'il sait qui il a en face? Est-ce qu'il sait de quoi ce dernier est capable? Non, vous savez, le silence du président Doumbouya n'est pas inquiétant dans la mesure où c'est une question liée à la justice et aussi à l'aspect carcéral. Et il faut aussi souligner l'aspect de l'équipe qui s'est chargée de cette évasion. C'est des commandos, c'est pas n'importe quel corps. Donc, parler de faille sécuritaire, je pense que c'est un peu beaucoup dit. C'est pas juste des individus qui se sont armés et qui sont venus, qui ont organisé une évasion. C'est tout un mécanisme militaire. Quand on parle de commando, c'est un commando. Donc, c'est des gens bien armés, bien entraînés et qui sont venus avec tout ce qu'il fallait pour forcer la porte. Et vous savez, probablement, l'objectif de cette évasion, c'était pas ce qu'on a retrouvé, comme vous l'avez dit. Donc, le président Doumbouya n'a pas un silence coupable. Mais quand vous regardez Claude Pivy, est-ce qu'il faut le caractériser comme un homme fort?
Si être un homme fort, c'est avoir la capacité de s'évader, de se sortir des situations judiciaires, oui. Mais si être un homme fort, c'est être aux commandes dans la gestion des choses publiques en Guinée. Est-ce que nous ne tendons pas vers ce schéma? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué même si la possibilité existe. La possibilité existe pourquoi? Parce que si un commando se permet de mener une telle action d'évasion, ça veut dire que Claude Pivy continue à avoir de l'influence dans le mécanisme militaire de la Guinée. Et ça devait être inquiétant pour Doumbouya. Et peut-être, probablement, il va faire un réaménagement de toute l'équipe pour se rassurer que la plupart de ceux qui ont une importance dans le dispositif militaire de la Guinée lui soient loyal. Sinon, effectivement, il serait assis sur des œufs. Et si Claude Pivy n'est pas retrouvé, parce qu'il faut rappeler que les peines se sont alourdies pour les chefs d'accusation et les peines sont devenues plus lourdes pour la procédure. Ouais. D'où la question de savoir quel intérêt Dadis Camara aurait à s'alourdir, parce qu'il en est bien conscient, à s'alourdir les peines. Mais Claude Pivy, apparemment, était conscient probablement de l'issue probable de cet ensemble de procédures. Probablement, il allait finir par être accusé, condamné, et donc a décidé peut-être de prendre les devants pour ne pas se retrouver à passer toute sa vie pratiquement derrière les barreaux. Donc nous sommes face à une situation problématique, mais pas face à une situation problématique immédiate. Problématique dans une perspective de futur et dans la mesure où on arrive à cerner exactement quelle est la capacité d'influence de Claude Pivy dans le dispositif militaire en Guinée. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que le ministre de la Justice vienne devant un média guinéen livrer les détails de cette évasion, est-ce que c'est pas, c'est pas un manque de maîtrise de la situation carcérale au niveau de la Guinée? Oui, absolument. Moi, je trouve que la faille existe. Mais vous savez, quand vous êtes incompétent, parfois, il faut faire de grands discours. Il faut Vous estimez que le ministre est incompétent? Non, je vous fais lire entre les lignes, mais voilà, quand vous êtes incompétent, vous surmédiatisez les événements, vous délocalisez le vrai problème vers d'autres sujets ou vers d'autres personnes. C'est ce qui s'est fait. C'est la lecture, en tout cas, que j'effectue dans ces multiples déclarations que M. Wright a eu à faire. Mais cela explique aussi que le gouvernement de transition en griffe est en difficulté, pas seulement au niveau des dispositifs sécuritaires, parce que, vous savez, quand vous avez une prison qui est censée être la plus sécurisée du territoire, qui a été braquée à l'italienne, hein, cela s'entend, c'est que le premier risque, c'est que vous n'êtes pas en sécurité même au sein de la présidence. Ouais. Ça dénote un véritable problème sécuritaire. Et si ce problème n'est pas réglé dans les prochaines semaines, je pense que l'ombre ou les nuages sombres d'une menace ne sont pas à exclure, dans la mesure où Claude Pivy est dans la nature aussi. Et comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, l'influence de Claude Pivy au sein même de l'armée est à rediscuter, est à revoir. Et dans ce cas de figure, il est très important que l'autorité guinéenne, en la présence du colonel Doumbouya, puisse vraiment jouer son rôle, qui est de voir la cause de ce coup, de ce braquage à l'italien au sein même d'une prison, et de prendre... Un braquage à la Malanoche. Exactement, et d'apprendre pour que cela ne se reproduise pas sur l'échelle présidentielle. Parce qu'on sait que la Guinée est vraiment sur un pied déséquilibré en réalité. Et si cette fragilité va se perpétuer, la fin n'est pas pour demain. On parle d'une transition, on parle d'une nouvelle constitution et on parle aussi d'une élection. Donc dans ce cas de figure, on risque de voir encore très longtemps le colonel Doumbouya au pouvoir. Et ça ne favorisera pas forcément la Guinée. Alors, ça ne favorisera pas la Guinée, ça c'est du côté de la Guinée, mais on espère que avec l'escale nigérienne, les choses vont évoluer et certainement le sommet Arabie Saoudite-Afrique
qui a vu le Niger au retour devant la scène internationale, va favoriser les choses. Le Niger était bien présent du côté de Riyad pour le premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Oui, le Niger était bien présent et cela vient renforcer déjà un certain nombre de décisions, déjà de la part des États-Unis qui, d'une certaine façon, ont reconnu cette équipe de transition gouvernementale au Niger de facto. On s'est rendu compte aussi de l'obligation stratégique qui a été faite à la France de reconnaître au moins cette autorité de transition pour pouvoir permettre le déplacement des troupes françaises. Donc, vous voyez, le Niger est de retour sur la table ou sur la scène internationale en tant qu'entité reconnue par les acteurs de la scène internationale. Et ça, c'est un plus qui déjà met de côté toute idée d'intervention et même d'un probable retour. Est-ce que c'était même encore d'actualité, Pas vraiment, pas vraiment. Donc, Bazoum même peut oublier son retour. Techniquement, oui. Et il faut penser à autre chose maintenant par rapport peut-être aux procédures judiciaires en cours. Comment faire en sorte qu'il ne soit pas pris dans une dynamique de chasse aux sorcières, ce qu'on a observé avec certains de ces anciens ministres. Donc ça, c'est un aspect de la question. L'autre aspect de la question, c'est que on est en train d'évoluer dans cette façon de voir des acteurs majeurs de la scène internationale qui est de considérer, de faire de leur rencontre de négociation avec les pays africains une pierre 54 coups et non 2 coups. Parce que vous rassemblez 54 pays africains autour de la table de négociation et vous définissez avec cet ensemble-là une façon de fonctionner, pas pour tout le monde, mais des façons de fonctionner individuellement. Et c'est ça la complexité de la chose, parce que cela devrait appeler les États africains à revoir leur façon de négocier avec la plupart de ces acteurs-là. Pourquoi ne pas trouver un cadre de politique étrangère africaine où il y a des points non négociables qui sont établis, organisés au niveau des pays africains, et de l'autre côté, vous avez quand même l'espace pour les individualités qui peuvent survenir au niveau de chaque État. Donc, ce travail de maison, ce devoir de maison, ce homework qui devrait être fait, semble ne pas être fait, et donc faire en sorte que les retours qui devraient être escomptés de ces négociations-là, les retombées pour les pays africains, pour la majorité, ne sont pas aussi productifs que cela. Voilà, je me retourne vers vous. Vous avez écouté l'intervention de Morgane. Tout porte à croire que le retour du Niger au niveau de la scène internationale, c'est déjà une victoire pour la junte nigérienne. Oui, d'une certaine façon, c'est une demi-victoire dans la mesure... Il n'y a pas de demi-victoire, Hamzat. Alors, je serais forcé de dire... Même si c'est 1-0, c'est une victoire. Oui, moi j'appelle demi-victoire ce qui n'est pas encore... Enfin, ce qui ne fait pas encore l'unanimité, parce que nous sommes sur quelle échelle? Pas sur l'échelle mondiale, pas sur l'échelle continentale non plus. Nous sommes sur une toute petite échelle, parce que l'Arabie Saoudite, au sein du jeu international, je n'ai pas en même temps le poids des États-Unis, je n'ai pas en même temps le poids d'une France ou le poids d'une Europe. C'est pas la même chose sur l'échiquier géopolitique. De ça quand même, Mais oui, les pétrodollars, c'est pas donné, Oui, quand vous demandez du pain, on vous donne une mie, vous allez vous en contenter, bien entendu. C'est ce que fait le Niger aujourd'hui. Et attention à cette politique aussi de chercher à manger à tous les râteliers pour chercher une légitimité à l'international. Ça pourrait être un piège après. Mais cette rencontre, pour moi, souligne 2 choses importantes. La première, c'est que le poids de l'Afrique, le poids du Sud global, est vraiment en train enfin, c'est en train d'être, au niveau international en tout cas, être très important. Et ça, pour tout le monde, et ça, on l'entend. Si l'Arabie Saoudite réunit un sommet qui réunit tous les pays africains, c'est que le poids de l'Afrique n'est plus à négliger. Exactement, je vais y arriver, n'est plus à négliger. La deuxième chose, c'est que ce sommet
a une connotation surtout économique. Parce que, vous savez, depuis 2020, tous les États du monde traversent une crise et les États africains ne font pas exception à ces multiples crises. La crise du Covid, crise sanitaire. Ensuite, la crise liée à la guerre mondialisée créée par l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine qui a eu des connotations, je vais dire, indirectes sur les États africains et qui les a impactés. Même si c'est pas direct, ça a été indirect. Donc, toutes ces crises ajoutées à la crise économique qui continue avec une inflation inquiétante, font en sorte que ce sommet arrive au bon moment pour les États africains. Mais il ne faut pas aussi en espérer grande chose, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite organise un sommet. Cela ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite deviendra cette puissance économique qui va éponger tous les problèmes des Africains. Non, on en est encore bien loin d'une Libye, par exemple, de Kadhafi en son époque, qui arriver à payer même le fonctionnaire de tous les États sahéliens. Je ne pense pas que l'Arabie Saoudite sera dans ce rôle. L'Arabie Saoudite, pour moi, sera dans le rôle de rédiger un chèque de prêt, bien entendu, pour les États africains, en espérant, bien entendu, que ces États puissent remplir la promesse de dette qui va être faite. Et je finirai là-dessus en disant, il faut avoir aussi une lecture claire par rapport au cas du Niger. Le Niger, aujourd'hui, cherche une certaine reconnaissance sur l'échiquier international, mais ça va commencer déjà à l'intérieur. Ça va commencer à l'intérieur de la CEDEAO et ensuite sur l'échelle africaine avant qu'on puisse aller sur un aspect international. Je peux comprendre l'enthousiasme du Premier ministre nigérien qui est très content que son pays soit aujourd'hui sur le siège avec plusieurs États africains. J'ai d'ailleurs vu l'accolade avec Alassane Ouattara, ce qui dénote, chacun pourra en faire sa lecture, mais c'est un piège, comme je le disais au tout début de mon intervention, et il faudrait que le Niger soit prudent et surtout se concentre sur ces priorités qui sont d'abord sécuritaires, lutte contre le terrorisme, et ensuite défi sous-régional, c'est-à-dire renouer avec la CEDEAO. C'est crucial parce que on ne peut pas, le Niger ne pourra pas s'en sortir sans la CEDEAO aujourd'hui. On parle d'une mondialisation, mais la mondialisation commence par le défi sous-régional, et ça, sans la CEDEAO, ça risque d'être compliqué. Donc, une nouvelle paix avec la CEDEAO, avec les États autour, le Bénin d'ailleurs, qui, avec le Niger, n'a pas arrangé ses relations, mais il faut que chacun y donne du sien pour que les choses puissent revenir dans l'ordre qui était avant le coup d'État. Alors justement, parlons du coup d'État et pour sortir de cette escale du Niger de cet après-midi, la participation à ce sommet Arabie Saoudite, Afrique, est-ce que la participation du Niger renoue forcément avec la coopération internationale, comme je l'ai dit, mais est-ce que cette participation ferme aussi forcément la parenthèse du coup d'État? Ça, c'est le premier volet. Et puis, comme tous les autres pays, le Niger est parti là-bas et a essayé de nouer des partenariats, bien entendu, comme l'a dit Hamza tout à l'heure, avec le fonds saoudien qui est toujours, paraît-il, très généreux. Est-ce que c'est un message fort que la junte est en train d'envoyer à la CEDEAO? Hamza dit que non, le Niger ne peut pas composer sans la CEDEAO, mais avec cette participation, est-ce que ce n'est pas un message fort? Est-ce que ce n'est pas un défi que le Niger est en train de lancer à la CEDEAO? Avec ou sans vous, nous pourrons avancer. Oui, commençons par le premier volet de la question. La page, elle est tournée depuis un moment. La page de cette question de coup d'État et des complications. C'est consommé, c'est ça? C'est un fait. De facto, c'est consommé. Peut-être que certains États traînent par rapport à une reconnaissance de jure qui peuvent officialiser, mais de facto, dans la pratique des États, c'est consommé. Même les États de la CEDEAO se trouvent aujourd'hui dans une dynamique d'intégration à accepter le fait qui est devenu imposant. Donc, cette question de est-ce qu'il faut remettre en cause aujourd'hui encore la légitimité ou la légalité, la légitimité n'est même pas en cause, la légalité de cette équipe gouvernementale, elle est réglée de facto. Certainement, les déclarations vont suivre plus tard. Alors, maintenant, par rapport à la capacité du Niger à pouvoir faire en sorte qu'elle puisse tirer suffisamment profit de cette initiative, ou sa dynamique avec la CEDEAO, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le Niger
qui a besoin de la CEDEAO. Le Niger est un État. Les États sont souverains, ils sont dans une dynamique étatique et donc dans la recherche permanente de leurs intérêts. Les institutions internationales dépendent des États qui sont membres. Et aujourd'hui, quand vous parlez de la CEDEAO, ce n'est plus la CEDEAO. La CEDEAO est une institution internationale composée d'acteurs ou de membres qui sont beaucoup plus inactifs, à savoir le Mali, le Burkina Faso, La Guinée. la Guinée et aujourd'hui le Niger. Quand vous enlevez ces États de ce qu'on appelle la CEDEAO, il y a quelque chose de très important qui manque, Quoi? qui est l'intégration institutionnelle, je précise. Parce qu'il y a l'intégration factuelle, qui est celle qui existe entre les peuples. Et vous allez vous rendre compte, exactement, et même la façon, la perception que les peuples maliens ont des autres peuples, ou que le peuple nigérien a des autres peuples, vous allez vous rendre compte que dans l'espace ouest africain, les peuples semblent beaucoup plus solidaires que les institutions étatiques. Et c'est ça le problème aujourd'hui. La division qu'on observe de certains États par rapport au comportement adopté vis-à-vis du Niger n'est pas existante dans la pratique sociale de cet espace géographique-là. Donc, la question de la surexistence ou de la survie de la CEDEAO par rapport à cette question du Niger est une question primordiale à laquelle les acteurs de la CEDEAO devraient s'atteler. Et d'où l'importance du rôle du Togo, qui aujourd'hui a la crédibilité du Niger et a aussi la crédibilité de la CEDEAO. Et qui n'a pas la crédibilité du Niger. Oui, il y a plusieurs États. Vous pouvez nous dire qui n'a pas la crédibilité. Je vais simplement vous confirmer que, à l'heure où nous parlons, seul le Togo est crédible pour le Niger. D'accord. Alors, on est sorti de l'escale nigérienne et nous allons tout droit au niveau du Moyen-Orient. Et là, nous sommes en Arabie Saoudite. L'intervention d'Israël à Gaza, condamnée par les pays arabo-musulmans. Les pays arabes et musulmans réunis le week-end écoulé à Riyad de toute urgence. Hamzad, là, vous prenez bien position parce que ça va aller très fort là. Non, je ne peux que rester dans le contexte. Alors oui, ce qui se passe depuis le 7 octobre est dramatique, bien entendu, en Israël. Mais il faut dire, face à la domination, face à la colonisation, vous n'avez pas à espérer grande chose. Quand vous voulez dominer un peuple contre son gré, quand vous voulez instaurer un diktat, et quand vous voulez surtout vous approprier ce qui n'est pas à vous, vous devrez vous attendre à une réaction. Alors la réaction ne date pas du 7 octobre. Le 7 octobre a peut-être révélé ce qui était sous terre depuis très longtemps. Rappelez-vous, 1917, où la monarchie britannique avait d'une certaine façon ouverte la fenêtre par rapport à l'intégration des Juifs en instaurant bien entendu un sionisme déguisé dans cette région palestinienne, puisque à l'époque le Premier ministre britannique était en train de pencher entre une installation des Juifs en Palestine ou en Argentine. Finalement, le choix s'est fait en Palestine pour des raisons historiques, pour des raisons religieuses aussi, ce qu'on peut comprendre, bien entendu. Ensuite, deuxième facteur temporel, 1945. L'Europe venait de terminer la Deuxième Guerre mondiale avec un fond dramatique et de culpabilité, surtout après le massacre des Juifs par le régime nazi, avec la complicité de certains États européens, il faut le dire, qui ont d'une certaine façon livré des Juifs aux nazis pour se sauver. Je pense notamment au régime Vichy du maréchal Pétain. Mais c'est autant de choses qui ont signifié une certaine culpabilité des Européens et qui ont, pour se rattraper, bien entendu, poussé l'Organisation des Nations Unies de 1945 avec Roosevelt à instaurer en 1948 avec Ben Gourion, Premier ministre, l'État d'Israël. Alors, est-ce que les Palestiniens ont été consultés en ce moment? Non. Et bien entendu, vous allez me dire la conception d'un État avec ses critères sur le droit du droit international. Il faudrait un territoire, une population, un gouvernement. Et Israël réunissait ces conditions. Mais est-ce que les populations qui vivaient sur ce territoire ont été consultées?
Ça n'a jamais été le cas. Ensuite, il y a eu les affrontements, ce qui est légitime, puisque vous parlez de Jérusalem, qui est quand même le symbole de toutes les grandes religions monothéistes, le christianisme, l'islam et bien entendu le judaïsme aussi. Mais Israël s'est approprié à lui tout seul le territoire, a violé de façon incroyable tout ce qui est relatif au droit international, tout ce qui est relatif aux droits de l'homme, et tout ça dans le silence coupable, je vais dire, de la communauté internationale. Alors, 7 octobre 2023, réveil de la communauté internationale, puisque le Hamas, qui n'est pas l'État palestinien, qui n'est pas l'autorité palestinienne, qui ne représente pas, bien entendu, les Palestiniens, a je vais dire, individuellement. Ils ne représentent pas les Palestiniens, mais ils sont quand même à l'Assemblée nationale, non? Le Hamas n'est pas... De ce côté, ils ont gagné des élections. Oui, le Hamas a 2 têtes. Il y a une branche armée et une branche politique. Aujourd'hui, la branche politique a perdu un peu de sa crédibilité, de sa légitimité, ce qui peut se comprendre parce que les Palestiniens ne reconnaissent pas forcément le Hamas comme étant cette branche politique qui puisse les représenter. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est l'échec du Fatah. Et vous allez chuter par là. C'est l'échec du Fatah, c'est-à-dire la politique sous l'égide de Yasser Arafat. Après Yasser Arafat, il n'y a plus rien eu, à part la corruption, à part la gabegie, la mauvaise gouvernance, qui a fait en sorte que l'autorité palestinienne aussi a perdu de sa crédibilité. Donc les Palestiniens aujourd'hui se retrouvent tout seuls face à 2 monstres. Le premier monstre, c'est le monstre colonialiste, en réalité, qui est l'État d'Israël. Et ça, aujourd'hui, les Américains le disent clairement. Nous sommes pour Israël, nous soutenons Israël, mais nous sommes contre la politique d'expansion, nous sommes contre la politique de la colonisation, et nous sommes contre la violation du droit international. D'accord. Et je finirai là-dessus rapidement en disant une chose très rapidement. Pour sortir de ce conflit, il va falloir... Ah non, on ne donne pas encore la conclusion du conflit. Bon, bien entendu, je donne la piste par rapport à ce qui se passe. Non, pas maintenant, vous allez donner la piste tout à l'heure. Il y a une hypocrisie. Non, vous allez c'est ce que vous allez donner les pistes tout à l'heure. Je me retourne vers Morgane qui... Je sais que ce débat était très attendu par tous les deux, mais on fera un plateau spécial. Alors, depuis le 7 octobre, on n'a quasiment pas entendu les pays arabo-musulmans, excepté l'Iran qui, à des moments donnés, donne de la voix. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, vous qui êtes un consultant en géopolitique, pourquoi maintenant, quand nous savons tous que le Sahel ne va pas de main morte, on a vu ce qui se passe à Gaza présentement, où la bande est complètement assiégée, les hôpitaux sont assiégés. Pourquoi maintenant? Oui, vous vous souvenez qu'il y a eu par le passé des initiatives visant à faire reconnaître Israël par un ensemble de pays arabes, initiatives hautement soutenues par les États-Unis d'Amérique. Et donc cette initiative a porté des fruits. Et on pensait à un moment donné que bon, la plupart, un nombre assez considérable des pays arabes étaient acquis à la cause d'Israël. Mais l'incident du 7 octobre, l'attaque qui a mis Israël dans un état de colère. Ah oui, qui nous a montré qu'Israël aussi pouvait être à genoux à des moments donnés. Exactement, et c'est ce qui explique la colère et le désir de vengeance qu'on peut appeler le désir de vengeance de Netanyahou. Pourquoi? Parce que il y a eu une faille énorme. L'un des axes sur lesquels vous devez fortement battre campagne lorsque vous voulez gagner le cœur d'Israël, c'est de montrer à quel point vous allez maintenir la sécurité et vous allez assurer le calme nécessaire pour permettre aux Israéliens de vivre. Mais cela a révélé une capacité, une difficulté d'adaptation. Oui, mais Morgane, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas être fort tout le temps. On a vu ce qui s'est passé le 11 septembre. Comme quoi, même quand on est grand, à des moments, on se met à genoux. C'est pour cela que le représentant d'Israël aux Nations Unies a commencé son discours en précisant que ce qui s'est passé le 7 octobre est le 11 septembre. Mais quand vous revenez au 11 septembre, après le 11 septembre, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles énormes qui ont permis à certains acteurs d'infiltrer le système américain, ce qui a forcé les Américains à revoir leur dispositif. Et aujourd'hui, pour ce qui s'est passé en Israël, on se rend compte que le Hamas a été capable d'infiltration du système, a été capable de gestion suffisamment professionnelle
dans cette initiative pour pouvoir percer le grand dôme, le fameux dôme israélien. Donc, il y a quand même, certes, une démonstration de maturité ou d'élévation de stratégie de la part du Hamas, mais de l'autre côté, on peut se rendre compte qu'il y a eu une sorte d'abus de confiance ou de suffisance qu'Israël a développé en pensant qu'il est toujours supérieur. Maintenant, pour revenir à cette question et toucher du doigt la situation telle qu'elle se présente par rapport aux pays arabes, sur ce même plateau, nous avons eu ce débat où nous avons fait ressortir l'idée selon laquelle les pays arabes ne pourront prendre position que lorsque Israël va dépasser ce qu'ils vont considérer comme la ligne rouge. La ligne, vous la ligne que cette rouge. ligne rouge n'est pas encore dépassée du côté de la bande de Gaza? C'est justement pourquoi aujourd'hui, les pays arabes ont commencé par retourner leur position vis-à-vis de ce qui se passe sur la bande de Gaza. Lorsque les hôpitaux ont commencé par être bombardés, on a vu tout de suite la réaction de l'autre côté, où certains pays ont même décidé de suspendre les relations diplomatiques avec Israël. Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui, il y a des pays qui ont décidé de le faire. Il y a la Bolivie qui a décidé de le faire. Attends, il y a la Bolivie, on parle de la Bolivie quand même. Oui, il y a la Bolivie. C'est pas grave. Israël estime que, bon, la Bolivie, bof. Mais la dynamique fait Oui, qu'aujourd'hui, même l'Arabie Saoudite remet en cause. Il remet en cause, mais il ne suspend pas. L'Arabie Saoudite ne peut pas suspendre aujourd'hui, mais vous avez eu une déclaration des pays arabes au niveau du Conseil de sécurité qui ont décidé ensemble de déclarer que ce que Israël était en train de faire au niveau de la bande de Gaza ne peut pas être soutenu et qu'il se détachait totalement de ce soutien que la plupart des pays partenaires des États-Unis essayent tant bien que mal de continuer d'apporter à Israël. Même la France, à un moment donné, a dû commencer par rebrousser chemin, même si de façon officielle, il sera difficile pour la France comme pour la plupart des pays européens de dire officiellement qu'ils se détachent de cette politique d'Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la crédibilité des institutions internationales, particulièrement le Conseil de sécurité, et la crédibilité de tous ces grands États, que ce soit les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, par rapport à cette question des droits de l'homme, est tombée. Le monde entier se rend compte que la question des droits de l'homme varie par rapport à l'État qui est en train de subir les violations du droit international. Alors, je me retourne vers Hamzat. Hamzat, nous avons tous suivi ce sommet du côté de Riyad, ce sommet des pays arabo-musulmans. Dans leur prise de parole, ils ont été tous unanimes qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat, sauf bien entendu l'Iran, qui a un peu poussé, qui a un peu donné de la voix, qui a donné plus du tonus. Alors, est-ce que dire dans le communiqué qu'il faille un cessez-le-feu immédiat juste suffit quand on sait qu'ils ne sont pas prêts à rompre les relations avec l'Israël? Est-ce que l'Iran ne sort pas de ce sommet un peu déçu? Écoutez, moi je sors surtout déçu de la lecture de ce sommet pour plusieurs raisons. Le panarabisme dont on parle depuis des années, c'est un projet qui est né, qui est mort avant d'être né, dans la mesure où il n'y a plus d'État arabe qui se fasse, qui prennent est vraiment pour la cause palestinienne, c'est ça? Non, je voulais plus dire, il n'y a plus d'États arabes dans l'ensemble, dans la globalité, qui prennent des décisions de façon unanime. Il y a toujours des divergences. Ils ont d'ailleurs étalé leurs dissensions, ce sommet, les Arabes. Parce que la lecture que moi je fais du Maroc, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis,
c'est une lecture dangereuse pour la suite de ce que vous appelez les États arabes, parce qu'il n'y a plus d'États arabes aujourd'hui, puisque pour parler des États arabes, il faut qu'il y ait un consensus entre tous les États arabes. Prenez le Maroc et l'Algérie aujourd'hui, même au sein de l'Organisation des Nations Unies, lors des assemblées à New York, c'est la guerre, c'est les affrontements. Même si ça reste des affrontements verbaux, c'est quand même dramatique. Et par rapport à la question Israël-Palestine, pour moi, la scission s'est faite en 1973, guerre de Kippour, où l'Égypte avait pris l'initiative avec les États arabes, en ce moment qui encore pouvaient s'entendre pour réagir. Une chose est de prendre des décisions lors de ces sommets, mais l'autre chose est d'agir. Et je crois que l'Iran aujourd'hui propose d'agir parce que la ligne rouge est déjà franchie. Il faut le dire, la ligne rouge est franchie depuis, même avant le 7 octobre. La ligne rouge était franchie. C'est le silence coupable des autres États, surtout des États occidentaux, qui a fait que la chose est passée tout crème. Et ça, c'est une chose importante. La deuxième chose qu'il faut souligner, et là, je voulais revenir sur vos propos par rapport à la notion de la superpuissance, qui a conféré à Israël un confort dans sa gestion de la question palestinienne, en référence, bien sûr, à septembre 2001, où vous avez un État comme les États-Unis qui étaient au sommet de la superpuissance, qui ne se sentaient pas inquiétés puisqu'ils étaient la première puissance sur tous les plans d'ailleurs, mais qui ont quand même été frappés au plein cœur de leur superpuissance. C'est la même chose qui s'est passé le 7 octobre. Cela dénote quoi? Que Israël a pas sous-estimé le Hamas, mais a surestimé sa capacité de pouvoir être le monsieur ou l'État sécurité à l'échelle internationale. Et ça dénote toujours des failles au sein de cet État qui perdra en termes de crédibilité déjà au niveau de leurs services de renseignement, mais aussi au niveau de leurs interventions militaires. Et je finirai sur cette question en disant la finalité de ce conflit va donner une seule piste. Soit la communauté internationale va réagir en se mettant du côté des opprimés, parce que c'est de ça il s'agit. Oui, dans mais cette on parle question, de quelle communauté internationale? Oui, Est-ce mais- qu'elle existe encore? Oui, la communauté fait en tout cas semblant d'exister. Vous avez toujours l'Assemblée générale des Nations Unies qui, malgré les divergences, qui malgré les bruits de couloirs qui courent, continue d'exister, continue de tenir. Il y a une communauté internationale qui existe. Et moi, je souligne aussi la position très floue des États occidentaux par rapport à cette question. Mon confrère l'a dit tout à l'heure que la France a même rebroussé chemin, mais de quel type de changement d'avis et d'opinion dont on parle? Je pense qu'il y a plus d'une hypocrisie politique que d'une sincérité politique. Je me rappelle encore, en 2003, février 2003, Dominique de Villepin avait pris la parole sur l'estrade des Nations Unies en condamnant une possible intervention des États-Unis en Irak. Mais aujourd'hui, qui peut se soulever sur cet échiquier international pour contester l'intervention d'Israël à Gaza, pour contester les milliers de morts qu'Israël est en train de faire tous les jours? Personne. Et ça, c'est ce qu'il faut craindre pour l'avenir. Mais en évoquant les pistes de solutions, si vous me le proposez, bien entendu, vous me permettez. Très rapidement. Oui, Très rapidement, pour sortir de ce conflit, il faut faire une véritable étude historique. Vous voyez, les tests religieux ont d'une certaine façon consolidé le problème. Tout est né en réalité des textes bibliques qui montraient cette région comme étant la terre promise des Juifs et bien d'autres choses, ou Jérusalem comme étant la terre sainte des Juifs et bien d'autres personnes. On doit faire une relecture de ces ouvrages religieux. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut faire, et ça c'est très important, aujourd'hui il n'y a plus de dialogue, il n'y aura plus de dialogue. Et il faut partir d'une déconstruction pour aboutir à une solution. La déconstruction viendra de quoi? D'un véritable échange entre Israël et les Palestiniens. La solution à deux États semble pour moi la plus probable. Mais pour qu'il y ait une solution à deux États, il faut que les politiques fassent vraiment le jeu de la sincérité. Cela voudrait dire quoi? Non, Vous avez... Non, Hamzat. Oui, je finis. Non, Hamzat, non, c'est bon. Sincèrement, on va arrêter. Non, Hamzat, je sais que c'est un sujet passionnant parce que quand on parle de Palestine, on parle d'Israël. Vous argumentez, nous n'allons pas sortir d'ici. Je l'ai promis, on aura un plateau spécial, chers internautes, pour mieux discuter, pour mieux débattre de ce sujet. Je me retourne vers Morgane. Alors, nous avons tous lu les grands traits, les grands axes du communiqué final des assises de Riyad. Ils sont tous d'accord de dire que
c'est une politique de deux poids, deux mesures. L'État israélien se croit au-dessus du droit international, mais à aucun moment, il n'a été mentionné que les pays arabes étaient prêts à rompre leurs relations économiques et surtout bilatérales avec l'État hébreu. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi. Et pour finir, lorsque le président iranien appelle tous les pays musulmans à identifier l'armée israélienne comme étant une organisation terroriste, est-ce que cet appel du président iranien sera entendu? Déjà, il faut comprendre que si ces États arabes ne décident pas de rompre les relations diplomatiques ou d'attaquer ou de riposter à l'endroit d'Israël, c'est d'abord parce qu'il y a eu un ensemble de mécanismes de négociation qui ont eu lieu et des accords de partenariat économique qui soutiennent la décision de reconnaître Israël. Ce n'est pas par conviction forcément que ces États ont reconnu l'État d'Israël et donc décidé de ne pas... Même si ce n'est pas par conviction, ils ont quand même reconnu. Donc, oui, il y a déjà un souci à ce niveau. Il n'y a pas de souci lorsque les intérêts de leurs États sont assurés. Parce que l'État, c'est quoi? C'est la défense des intérêts de l'État. Et quand on parle de défense des intérêts, tout de suite, on voit la recherche du financement, la recherche des partenariats qui permettent d'assurer l'investissement dans le développement des infrastructures et dans le bien-être social. Et donc, ces États se sont tournés vers un partenaire comme les États-Unis qui soutient mordicus Israël. Et donc, sont tenus normalement par l'intérêt étatique de ne pas rompre tout de suite cette question d'accord. Parce que la rupture signifie la fin de certains investissements. Et donc, ils sont encore en train de réfléchir. Mais nous allons assister à quelque chose de très impressionnant et qui est impropre au niveau des pays arabes, la valorisation de leur culture et de leur identité culturelle, en rappelant ici que l'identité est la source de tous les conflits. Aujourd'hui, on a un conflit au niveau de la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, qui représente la Palestine d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Lorsque vous regardez l'histoire politique de ce pays, le Hamas a plus même de notoriété que l'organisation de l'autorité palestinienne. Voilà. Et c'est un fait. Donc aujourd'hui, c'est une grosse dispute où la légitimité est difficile à déterminer. Et donc, de part et d'autre, il faut attirer l'attention sur le fait que aussi bien Israël que les Palestiniens, les Arabes, sont fondés à dire qui sont les autochtones et que la terre leur appartient. Si on veut se référer à l'histoire, ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, si on se réfère à l'histoire, le conflit va perdurer. Aujourd'hui, il faut amener ces États à comprendre que l'identité à laquelle ils s'accrochent de part et d'autre ne devrait pas être celle à laquelle ils devraient s'accrocher. Parce que tant que le Palestinien se verra arabe et que... l'Israélien se verra aussi arabe, hein? Non, mais... Oui, il y a quand même des Arabes israéliens. Mais c'est ce qui me permet de dire que la solution à deux États que mon confrère a mis en exergue n'est pas forcément la bonne. Pourquoi? Parce que il y a les ultras qui sont juifs, mais qui estiment qu'il n'y a pas d'État juif, qui sont en train de militer pour qu'il n'existe qu'un seul État, qui est la Palestine, avec des juifs qui y vivent. Et donc, la complexité de la question va au-delà de simples perceptions visuelles. Dernière question pour sortir complètement de l'émission de cet après-midi. Malheureusement, on ne pourra pas aborder le sujet sur les demandeurs d'asile qui seront bientôt délocalisés du côté de l'Albanie. Ça, c'était le dernier sujet de l'après-midi. Ma dernière question, elle est à vous. Mais ne tirez pas de long en large, Hamzat, parce que je vous connais. Est-ce que l'Iran sort de ce sommet déçu? Parce que surtout que c'était la première visite du président iranien en Arabie Saoudite après le réchauffement des relations entre Riyad et Téhéran. Le sujet risque de fâcher beaucoup plus. Parce que le sujet israélo-palestinien, c'est un sujet clivant. Et je comprends, je comprends la déception de l'Iran dans la mesure où l'Iran est solidaire d'une certaine façon de la cause des opprimés. Il faut insister là-dessus. L'Iran n'insiste pas sur la cause terroriste. Que l'Iran n'est pas arabe, l'Iran est perse. L'Iran est perse. Voilà. Mais l'histoire nous apprend que les peuples sont liés, que ce soit les Perses,
les Ottomans, puisque c'était les Ottomans qui occupaient le territoire palestinien avant le XXe ou le XIXe siècle. Donc l'histoire est liée d'une certaine façon, les populations sont liées. Et aujourd'hui, l'Iran, et j'insiste là-dessus, soutient vraiment la cause des opprimés parce que pour des raisons religieuses ou parce que pour des raisons historiques, on peut le comprendre. Mais la lecture que l'Iran fait, je l'assimile, moi. C'est une déception. Pour moi, c'est un simulacre de sommet pour parler de la question, parce qu'on ne peut pas parler d'une question sans proposer des voies et moyens pour agir, sans proposer des voies et moyens pour soutenir la cause des opprimés, de ceux qui continuent d'être colonisés, de ceux qui continuent d'être opprimés. C'est grave. Et en tant qu'Africain, la lecture qu'on doit en faire doit être celle-ci, celle qu'a eu Nelson Mandela quand l'apartheid avait commencé en Afrique du Sud. On ne peut jamais se ranger du côté de l'oppresseur. Il faut toujours combattre l'oppresseur avec les armes et les moyens dont on dispose. Aujourd'hui, on parle d'une agression terroriste. Ce qu'on peut comprendre, il y a eu des morts en Israël lors de cette agression. On peut comprendre. Mais il faut comprendre que derrière, il y a quelque chose qui perdure sur des décennies, c'est-à-dire la domination d'un peuple, la domination d'un État sur un autre peuple. Et ça, personne n'en parle puisque la communauté internationale se tait par rapport à cette question. Et je finis là-dessus en disant que la question du Hezbollah a aussi une question qu'on peut aussi remettre en question, puisque... On la remettra sur tapis, ne t'inquiète pas. Mais la question du Hezbollah pourra aussi être centrale, parce qu'il n'y a pas que Gaza, il y a la Cisjordanie et le nord d'Israël. Donc, si cette région, ou du moins si le Hezbollah n'est pas ménagé, je crois qu'on ira vers la déflagration. Et l'Iran reste à être ménagé. Si ce n'est pas fait, je pense que le pire pourra être envisagé. Parce qu'en l'absence de solution, il n'y a que des problèmes. Vous êtes d'accord qu'on doit ménager l'Iran ? Pas qu'on doit ménager l'Iran. Je suis d'accord que déjà c'est une question critique, mais je ne suis pas totalement, j'ai une autre façon de voir la chose par rapport à ce sommet. Il n'y a pas de déception. Il y a eu des négociations pour définir le seuil non négociable, c'est-à-dire jusqu'où les pays arabes peuvent tolérer ce que fait Israël. C'est pas ce qui a été dit, mais je suis persuadé que les pays arabes se sont réunis pour définir quel est le seuil non négociable. Et vous serez très surpris de voir. 10 000 morts ne suffit plus. C'est pas une question. C'est pas une question. Vous savez, quand vous vous mettez dans la peau des décideurs, les décisions ne se font pas par émotion. Ils sont dans une objectivité étatique de calcul qui définissent les intérêts. Maintenant, aujourd'hui, vous avez face à des Arabes pour qui l'identité est une chose très importante. C'est une nouvelle identité? C'est pas une nouvelle identité. C'est juste que il y a eu des mécanismes qui ont altéré la dynamique de cette solidarité qui existait entre les pays arabes. Et cette dynamique a été altérée par les besoins économiques, par des besoins géopolitiques et par des besoins stratégiques. Et aujourd'hui, tous ces besoins ont été perméables à l'implication des États-Unis dans cette dynamique. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que quel que soit Alpha, à un moment donné, lorsque le seuil non négociable est atteint, il peut s'estimer par rapport à des perceptions stratégiques, d'intérêt, pas forcément par rapport à la situation humanitaire. Mais lorsque le seuil non négociable est atteint, vous verrez que tous les pays arabes vont se remettre ensemble et aller contre ce que Israël est en train de faire, même si aujourd'hui il n'y a que des déclarations. Le Moyen-Orient est dans une dynamique très, très délicate. Et tous les acteurs majeurs de la scène internationale ont compris et sont en train de se ménager ou de se disputer au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit la Russie, les États-Unis, avec le silence du Royaume-Uni et de la France. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Le deuxième lundi du mois de novembre, où nous sommes allés en Guinée, nous avons parlé de l'évasion de Dadi Camara et des co-détenus. Une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. Vous avez écouté Hamzat et Morgane qui ont argumenté par rapport à ce sujet. Nous avons fait une petite escale du côté du Niger, où le Niger était bien présent au sommet Arabie Saoudite, Afrique. Et cette présence nigérienne signait un retour
de ce pays et de sa junte sur la scène internationale. Là aussi, vous avez suivi Hamzat et Morgan qui ont estimé que même si le pays est de retour, il faudrait aménager une certaine relation avec la CEDEAO. Du côté de l'Arabie Saoudite, justement, l'intervention d'Israël à Gaza, condamnée par les pays arabo-musulmans. À ce sujet, vous avez écouté nos deux invités qui, à des moments donnés, n'ont pas eu la même analyse et n'ont pas regardé de la même direction. Hamzat estime qu'il faille aujourd'hui ménager l'Iran parce qu'avec l'Iran, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mais Morgan estime que non, les pays ont dû s'entendre par rapport à la situation de Gaza et que les jours à venir seront très déterminants. On aurait bien voulu aborder le sujet italien concernant les demandeurs d'asile, mais le temps imparti pour notre émission était arrivé à son terme. J'ai reçu pour vous Morgana Sogba-Metonji, consultant géopolitique, et Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Retrouvons-nous dans quelques jours pour une autre émission, Le Monde en 52 minutes. Ça se passe toujours sur ESAE lundi, ESAE Télévision, et c'est le lundi.